Bienvenue sur Les Rares Livres. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un véritable livre d'or de la vie quotidienne et de la réussite. Poor Richard's Almanac, que l'on peut traduire en français par L'Almanach du bonhomme Richard, écrit par le grand Benjamin Franklin. Un recueil de sagesse intemporelle, de proverbes et de conseils pratiques qui nous rappellent que la réussite se construit dans les petits gestes de chaque jour. Lu par Les Rares Livres. Introduction. Il existe des livres qui traversent les siècles sans jamais perdre leur éclat, des ouvrages dont la simplicité apparente cache une profondeur infinie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un de ces trésors oubliés, Poor Richard's Almanac, écrit par l'un des esprits les plus brillants et les plus influents de l'histoire, Benjamin Franklin. Pour bien comprendre la portée de ce livre, il faut d'abord saisir la figure hors du commun de son auteur. Franklin n'était pas seulement un penseur ou un écrivain, il était un véritable homme universel, dans la lignée des grands sages de la Renaissance. Né en 1706 à Boston, il s'est élevé au-dessus de ses origines modestes grâce à sa soif insatiable de savoir. Sans formation académique poussée, il s'est éduqué par la lecture, la réflexion et l'expérience. Imprimeur, inventeur, homme politique, diplomate, philosophe, mais aussi humoriste et moraliste, Franklin incarne ce que l'on appelle un self-made man, une personne qui se construit elle-même grâce à la discipline, à la curiosité et à l'effort. À l'époque où il publie son almanach, le contexte est particulier. Nous sommes au début du XVIIIe siècle, dans une Amérique encore coloniale, en pleine ébullition intellectuelle. Les idées des Lumières traversent l'Atlantique, et Franklin en devient l'un des relais essentiels. Il croit fermement en la raison, à l'importance du travail, de la vertu et de la frugalité, mais il sait aussi que les gens n'écoutent pas toujours les longs discours philosophiques. Alors, il choisit une autre voie, celle de l'humour, de la concision et de la sagesse populaire. C'est ainsi qu'est né Poor Richard's Almanac, publié pour la première fois en 1732. Chaque année, pendant 26 ans, Franklin publiait une nouvelle édition de cet almanach. On y trouvait de tout, un calendrier, des prévisions météorologiques, des observations astronomiques, mais surtout une immense collection de proverbes, maximes et conseils pratiques. Ce mélange en faisait un compagnon indispensable pour les foyers américains de l'époque. Et aujourd'hui encore, ces phrases résonnent avec une étonnante actualité. Car ce qui distingue l'almanach de Franklin, ce n'est pas seulement son utilité, mais son style unique. Franklin écrivait sous le pseudonyme de Poor Richard, ou le pauvre Richard, un personnage fictif, mi-philosophe, mi-bon vivant, qui dispensait ses conseils avec une pointe d'humour et beaucoup de sagesse. Ce ton léger permettait de faire passer des messages profonds sans jamais sembler moralisateur, un peu comme si un ami bienveillant nous glissait à l'oreille de petites vérités simples mais puissantes. Que trouvons-nous dans ces pages? Des rappels à l'épargne, à la prudence, au travail acharné, des avertissements contre la paresse, l'orgueil ou la procrastination, mais aussi des réflexions sur la nature humaine, sur le temps qui passe et sur la manière de cultiver une vie équilibrée et heureuse. Parmi les phrases devenues célèbres, on retrouve par exemple « Lost time is never found again ». Le temps perdu ne se retrouve jamais, ou encore « Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise ». Se coucher tôt et se lever tôt rend un homme en bonne santé, riche et sage. Des formules simples, mais qui frappent droit au cœur. Pourquoi ce livre est-il encore important aujourd'hui? Parce que nous vivons dans une époque saturée d'informations, où les conseils affluent de toutes parts, mais où la sagesse véritable se fait rare. Franklin, lui, nous ramène à l'essentiel. Ses maximes nous rappellent que certaines vérités sont universelles et intemporelles. La valeur du temps, la nécessité de la discipline, l'importance de la prudence, la force de l'humilité. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble. Dans cette vidéo, nous allons redonner vie à l'almanach de Franklin. Nous allons redécouvrir ses proverbes les plus marquants, comprendre leur sens profond et voir comment les appliquer à notre monde moderne. Car oui, même 3 siècles plus tard, les leçons de Franklin peuvent transformer nos vies, nous aider à mieux gérer notre temps, notre argent, nos relations et surtout à cultiver une sagesse intérieure durable. Alors préparez-vous,
Ce résumé de Poor Richard's Almanac ne sera pas une simple lecture d'archives poussiéreuses. Ce sera un voyage au cœur d'une sagesse vivante, pleine d'esprit et d'enseignements pratiques. Des perles de sagesse qui vous aideront à réfléchir, à vous inspirer et peut-être à changer certaines habitudes. Bienvenue sur Les Rares Livres, la chaîne où nous redonnons une voix au trésor de la littérature ancienne. Aujourd'hui, laissez Franklin vous guider à travers ses conseils intemporels. Ce que vous allez découvrir pourrait bien, vous aussi, vous rendre en bonne santé, riche et sage. Chapitre 1. L'art de la sagesse pratique. Dans l'histoire des idées, il existe des textes qui, sans appartenir pleinement à la philosophie académique, ont façonné des générations entières d'hommes et de femmes en quête d'une vie meilleure. L'Almanach du pauvre Richard, ou Poor Richard's Almanac de Benjamin Franklin, appartient à cette catégorie d'œuvres rares qui se situent à la frontière entre la sagesse populaire et la pensée éclairée. Derrière les pages modestes d'un almanach publié annuellement entre 1732 et 1758, se cache un trésor de maximes, de proverbes et de conseils qui, sous une apparence simple, révèlent une profondeur insoupçonnée. Le cœur de ce recueil, et sans doute l'un des piliers de son influence durable, réside dans ce que l'on peut appeler l'art de la sagesse pratique. Franklin, à travers ses aphorismes et ses métaphores, nous invite à vivre avec prudence, tempérance et discipline. Trois vertus cardinales qu'il considérait comme la base de toute existence équilibrée. Le lecteur moderne, habitué aux manuels de développement personnel, pourrait croire que ce type de réflexion est une invention récente. Pourtant, Franklin, bien avant les ouvrages contemporains qui promettent la productivité, la gestion du temps ou l'art de se discipliner, avait compris que la véritable force de l'homme réside dans sa capacité à gouverner ses passions, à se dominer soi-même et à choisir l'effort plutôt que la facilité. La sagesse pratique dont il parle n'est pas abstraite. Elle ne se perd pas dans des théories vaines. Elle se nourrit de la vie quotidienne, des efforts modestes, des habitudes régulières. Elle trouve son expression dans une maxime célèbre de l'almanach. Le chemin de la richesse dépend uniquement de deux mots, travail et frugalité. Dans cette formule se concentrent déjà deux éléments essentiels. Le travail, d'abord, qui n'est pas seulement une nécessité économique, mais une discipline de l'esprit et du corps. La frugalité, ensuite, qui ne signifie pas misère ou privation, mais plutôt tempérance et juste mesure dans l'usage des biens. À travers ce genre d'aphorisme, Franklin nous rappelle que la prospérité et l'équilibre intérieur ne viennent pas de coups de chance, mais de l'accumulation d'efforts constants, de la vigilance face aux dérives de la paresse et de l'habitude à se contenter du nécessaire. L'une des forces de l'almanach est d'avoir su parler de ces vérités avec humour et simplicité. Par exemple, Franklin écrit « Celui qui attend que tout soit fait pour lui ne fera jamais rien ». Derrière cette apparente évidence se cache une critique fine de l'attentisme, cette tendance humaine à remettre à demain ce qui devrait être accompli aujourd'hui. Le rappel est universel. L'homme qui cède à la paresse s'enferme dans un cercle vicieux, car plus il tarde à agir, plus il devient incapable d'agir. Ce constat, Franklin l'accompagne d'un appel énergique à l'action. Se lever tôt, travailler dur, ne pas se laisser emporter par l'inertie. C'est ce qu'il résume par la maxime devenue proverbiale. Se coucher tôt et se lever tôt rend un homme sain, riche et sage. Ce proverbe, connu dans le monde entier, illustre parfaitement la vision de Franklin. Se coucher tôt, c'est respecter le rythme naturel, éviter l'oisiveté nocturne qui conduit souvent à la dissipation. Se lever tôt, c'est s'offrir les premières heures de la journée, celles où l'esprit est frais, disponible, prêt à s'appliquer. L'association entre santé, richesse et sagesse n'est pas arbitraire. Elle exprime la conviction profonde que l'équilibre de l'existence repose sur la cohérence entre le corps, l'économie et l'esprit. Un homme en bonne santé qui veille à son bien-être est plus apte à travailler. Un homme travailleur qui sait économiser et investir ses efforts devient prospère. Et un homme prospère qui vit dans la discipline accède à une sagesse qui dépasse le simple calcul matériel. Dans ce sens, Franklin s'élève contre l'idée que la réussite serait le fruit d'un hasard. Pour lui, tout est question d'habitude et de constance. Il écrit « Une petite fuite peut couler un grand navire ».
Ce proverbe, simple mais puissant, montre combien il est essentiel d'être attentif aux détails de la vie quotidienne. La paresse, la négligence, le manque de vigilance ne détruisent pas toujours d'un seul coup. Ils agissent comme de petites fuites, imperceptibles au début, mais capables à long terme d'entraîner la perte d'un projet, d'une fortune, voire d'une existence. La discipline, au contraire, consiste à surveiller ses fuites, à corriger ses erreurs, à cultiver l'attention de chaque instant. À travers cette philosophie, Franklin insiste sur le fait que la sagesse pratique ne demande pas des talents exceptionnels ni des ressources extraordinaires. Elle est accessible à tous, pour peu que l'on accepte de cultiver la patience et la régularité. C'est là qu'intervient la vertu de la prudence. Être prudent dans l'esprit de Franklin, ce n'est pas seulement éviter le danger ou calculer les risques, c'est savoir observer la réalité avec lucidité, anticiper les conséquences de ses actes, choisir les moyens proportionnés à ses objectifs. La prudence est cette clairvoyance qui permet à l'homme de ne pas gaspiller ses forces inutilement, d'investir son temps et ses efforts de manière judicieuse. Dans l'almanach, on retrouve de nombreuses maximes qui célèbrent cette prudence. Par exemple, « Celui qui achète ce dont il n'a pas besoin se prépare à vendre ce dont il a besoin ». Ici, Franklin dénonce l'imprudence de la consommation excessive, cette tentation universelle d'acquérir toujours plus, même ce qui est superflu. Par cette formule, il met en garde contre les illusions du luxe et du désir incontrôlé. La prudence consiste donc à se contenter de l'essentiel, à préserver ses ressources pour les moments cruciaux, à se prémunir contre l'imprévu. Cette idée est intimement liée à la notion de tempérance. Pour Franklin, la tempérance n'est pas synonyme de privation ou d'ascèse rigoureuse, mais plutôt de modération. Elle consiste à savoir équilibrer ses plaisirs, à ne pas s'abandonner aux excès, qu'ils soient alimentaires, financiers ou émotionnels. Dans ses maximes, il rappelle que la modération dans toute chose est la condition pour éviter les dérives et les regrets. La tempérance est une école de liberté, car elle libère l'homme de ses dépendances et de ses passions dévorantes. Elle lui permet de rester maître de lui-même au lieu de devenir esclave de ses envies. Quant à la discipline, elle apparaît chez Franklin comme le socle qui soutient la prudence et la tempérance. Sans discipline, la prudence reste une intention stérile et la tempérance une aspiration vaine. La discipline est cette force intérieure qui pousse à agir malgré la fatigue, à persévérer malgré les obstacles, à se relever malgré les échecs. C'est elle qui transforme les bonnes résolutions en habitudes durables. Franklin lui-même en fut l'exemple vivant. Il avait établi pour sa vie une liste de 13 vertus à pratiquer quotidiennement, parmi lesquelles la tempérance, la résolution, la frugalité, l'industrie, la sincérité et la justice. Chaque jour, il notait ses écarts et ses progrès, convaincu que la discipline était le chemin vers la perfection morale. Il n'est pas étonnant que l'almanach ait tant séduit ses contemporains et continue d'inspirer les lecteurs modernes. Car derrière ces maximes se cache une vision profondément humaine, celle d'un homme conscient de la fragilité de l'existence, mais aussi confiant dans la capacité de chacun à s'améliorer. Franklin ne prêche pas une morale inaccessible, mais une sagesse concrète que l'on peut appliquer dans la gestion du temps, dans la manière de travailler, dans la relation à l'argent, dans l'équilibre entre effort et repos. On pourrait croire que ces conseils appartiennent à une autre époque, celle des artisans, des paysans et des premiers colons d'Amérique. Pourtant, leur pertinence demeure. L'importance du travail face à la paresse n'a pas disparu. Aujourd'hui encore, celui qui se laisse happer par l'oisiveté, qu'elle prenne la forme des distractions numériques ou de la procrastination moderne, connaît les mêmes dérives que celles dénoncées par Franklin. La gestion du temps, devenue une obsession de nos sociétés contemporaines, trouve dans l'almanach une sagesse étonnamment actuelle. Se lever tôt, travailler avec constance, éviter les fuites de temps et d'énergie, autant de conseils qui résonnent avec les méthodes les plus en vogue de la productivité. De même, la frugalité vantée par Franklin garde toute sa valeur dans une époque marquée par la surconsommation. Éviter les dettes inutiles, se méfier du superflu, savoir distinguer le besoin du désir. Voilà des principes qui, transposés à notre époque, deviennent des armes précieuses contre l'endettement, l'anxiété financière et la course au paraître. La prudence qu'il recommande,
loin d'être dépassée, se révèle d'une urgence brûlante dans un monde où l'on consomme sans cesse plus, souvent au détriment de l'équilibre personnel et de la planète elle-même. La sagesse pratique de Franklin n'est donc pas seulement un héritage historique. Elle est une invitation vivante à repenser nos choix, à cultiver les vertus qui rendent la vie plus stable et plus profonde. Elle nous enseigne que l'homme véritablement libre n'est pas celui qui cède à ses envies, mais celui qui sait les maîtriser. Elle rappelle que la prospérité ne naît pas du hasard ou du caprice, mais de la rigueur quotidienne. Elle nous encourage à construire notre vie comme un artisan construit son œuvre, avec patience, régularité et amour du travail bien fait. Et si, en fin de compte, la grande leçon de Franklin était que la sagesse n'est pas une abstraction lointaine, mais une habitude quotidienne? Que la grandeur de l'homme ne se mesure pas à des exploits éclatants, mais à sa capacité de persévérer dans de petites vertus jour après jour, année après année? L'art de la sagesse pratique, tel qu'il le conçoit, est une école de modestie autant que de puissance. Modestie, parce qu'il rappelle que chaque détail compte, que chaque instant peut être décisif. Puissance, parce qu'il nous donne les moyens de transformer notre vie par la constance et la vigilance. Chapitre 2. Le rapport au temps. Benjamin Franklin a marqué l'histoire non seulement comme homme politique, inventeur et penseur des Lumières, mais aussi comme maître dans l'art de transformer chaque instant en opportunité de croissance et de progrès. Dans son fameux Poor Richard's Almanac, qui fut publié entre 1732 et 1758, il répéta inlassablement une maxime devenue universelle. Le temps, c'est de l'argent. Derrière cette formule simple se cache une philosophie entière de la vie, une conception rigoureuse de l'existence où chaque seconde a de la valeur et où le gaspillage du temps est perçu comme une faute presque morale. Pour Franklin, perdre du temps, c'était perdre de la vie elle-même, car l'homme n'a qu'un capital limité d'heures et de jours, et ce capital doit être investi avec autant de sagesse que l'argent. Cette vision découle de son propre parcours. Fils d'un modeste fabricant de chandelles, il a su, par une gestion rigoureuse de ses journées, gravir les échelons de la société coloniale, devenir imprimeur prospère, scientifique respecté, diplomate influent et père fondateur des États-Unis. Rien de cela n'aurait été possible sans une discipline de fer dans l'organisation de son temps. Franklin considérait que la plupart des malheurs, des échecs et des frustrations des hommes viennent d'une mauvaise relation avec le temps. Dans ses maximes, il rappelait avec humour et fermeté qu'il est facile de se laisser aller à la paresse, aux bavardages inutiles, à la distraction, mais que ces habitudes, une fois cumulées, volent des années entières d'existence. Il écrivait que celui qui dilapide son temps à des futilités ne se rend pas compte qu'il détruit lentement son avenir. Pour lui, la différence entre une vie ordinaire et une vie exceptionnelle résidait souvent dans la capacité à se concentrer sur l'essentiel, à éviter la dispersion et à comprendre la rareté du temps. C'est cette rareté qui le rend précieux et donc qui exige qu'on le gère avec intelligence et sobriété. L'almanach regorge de sentences sur ce thème. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Perdre 1 heure le matin, c'est courir après toute la journée pour la rattraper. Ou encore, l'homme paresseux se croit sage tant qu'il trouve des excuses pour ne rien faire. Ces petites phrases, souvent formulées avec humour et images concrètes, servaient à imprimer dans l'esprit des lecteurs une leçon fondamentale. L'efficacité ne dépend pas de la quantité de travail fourni, mais de l'usage intelligent du temps. Franklin savait qu'il parlait à des colons, des artisans, des commerçants, des fermiers. Pour eux, le temps était directement lié à la survie. Rater une récolte, arriver en retard au marché, manquer une occasion de commerce, tout cela se traduisait par une perte financière immédiate. En rappelant constamment que le temps, c'est de l'argent, Franklin ne faisait pas seulement de la philosophie. Il donnait un conseil pratique, vital, adapté à la réalité quotidienne de ses lecteurs. Mais au-delà de cette logique économique, Franklin voyait dans le temps une dimension spirituelle et morale. Gaspiller son temps, c'était aussi gaspiller son potentiel humain, c'était refuser de développer les talents que Dieu a confiés à chacun. Lui qui croyait à une forme de providence et qui avait un profond respect pour la vertu, estimait que l'homme devait rendre compte de l'usage de son existence.
Ainsi, chaque heure perdue à l'oisiveté représentait une occasion manquée de progresser, d'apprendre, de s'améliorer, de servir les autres. Cette vision donne au rapport au temps une intensité presque religieuse. Il ne s'agit pas seulement de réussir dans les affaires ou d'accumuler des richesses, mais de vivre avec intégrité et de respecter le don de la vie. Dans notre monde moderne, où les distractions se sont multipliées de façon vertigineuse avec les réseaux sociaux, les séries, les jeux et la consommation passive d'informations, les avertissements de Franklin résonnent avec une force particulière. Il écrivait au XVIIIe siècle que les bavardages inutiles faisaient perdre des heures précieuses. Que dirait-il aujourd'hui devant les millions de personnes engloutissant leur temps devant des écrans sans but clair? Ces maximes apparaissent presque prophétiques. « Ne gaspille pas ton temps, car c'est la substance dont est faite la vie », affirmait-il. Chaque minute engloutie dans une activité vide de sens est une part de notre vie qui disparaît pour toujours, sans retour. Or, la grande tragédie de l'être humain, c'est qu'il croit avoir beaucoup de temps alors que sa réserve est limitée. Franklin nous invite à prendre conscience de cette vérité et à organiser nos journées en fonction de ce capital si fragile. Pour appliquer ces principes, il avait lui-même mis en place une routine stricte. Ses journaux personnels révèlent un emploi du temps divisé heure par heure. Lever à 5 heures, moment de réflexion et de prière, travail concentré, pause précise, moment consacré à la lecture, puis au soir, une évaluation de ce qui avait été accompli. Chaque journée devenait une sorte de petit projet, une œuvre à compléter. En vivant ainsi, il s'assurait de ne pas laisser filer les heures sans but. Ce système est devenu un modèle pour tous ceux qui veulent cultiver la productivité. Aujourd'hui, on parle de planification, de gestion des priorités, de techniques comme la méthode Pomodoro ou le time blocking. Mais Franklin, avec ses propres outils, en avait déjà compris l'essence. Il faut gouverner son temps, sinon c'est lui qui nous gouverne. Ce rapport exigeant au temps ne signifie pas que Franklin prônait une vie austère, sans plaisir ni détente. Il aimait converser, rire, profiter de la compagnie d'amis, mais il faisait la distinction entre des moments choisis, nourrissants, et des heures perdues dans l'oisiveté. Pour lui, même la détente devait avoir un sens, restaurer les forces, nourrir l'esprit, renforcer les liens sociaux. Il savait que le repos fait partie de l'efficacité, mais il refusait l'inaction prolongée car elle finit toujours par affaiblir l'esprit et le corps. C'est ce sens de la mesure qui donne à sa philosophie une dimension profondément humaine et équilibrée. Appliquer aujourd'hui les enseignements de Franklin sur le temps, c'est d'abord apprendre à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est accessoire. Beaucoup de personnes se plaignent de manquer de temps, mais si elles examinaient honnêtement leur journée, elles découvriraient qu'elles laissent s'évaporer des heures entières en distraction. Franklin nous pousserait à nous demander « Quelle est la valeur réelle de cette heure que je suis en train de dépenser ? Est-ce qu'elle me rapproche de mes objectifs, de mes valeurs, de ma vocation ? Ou bien est-ce une heure engloutie dans le néant ?» Cette attitude de vigilance transforme radicalement la vie quotidienne, car elle force à choisir délibérément l'usage de chaque instant. Dans le domaine professionnel, l'idée que le temps, c'est de l'argent, s'applique avec une évidence absolue. Chaque retard, chaque réunion inutile, chaque projet repoussé représente une perte directe de ressources. Les plus grands entrepreneurs et créateurs ont toujours compris cela. Steve Jobs, Elon Musk ou encore Warren Buffett ont chacun, à leur manière, exprimé une obsession pour la gestion du temps. Mais Franklin avait déjà posé la règle fondamentale. Celui qui traite chaque minute comme une monnaie précieuse finit par accumuler un capital de réalisation bien plus grand que les autres. Dans la vie personnelle, cette sagesse est tout aussi pertinente. Combien de relations échouent parce que l'on n'accorde pas de temps véritable à ce qu'on aime? Combien de rêves sont enterrés faute d'avoir consacré chaque jour quelques instants à leur poursuite? Franklin aurait répondu que le problème n'est pas l'absence de temps, mais le mauvais emploi du temps disponible. Une personne qui consacre 1 heure quotidienne à un projet important, avec constance, finit par accomplir des merveilles. Là où d'autres attendent un grand moment libre qui ne viendra jamais, celui qui agit un peu chaque jour, discipliné, construit un empire. En définitive, ce 2e chapitre de notre exploration du Poor Richard's Almanac révèle une vérité intemporelle. Le temps est la matière première de toute réussite, de toute sagesse, de toute vie bien vécue.
Le gaspiller, c'est se voler soi-même. Le protéger, le valoriser, le gérer avec intelligence, c'est honorer la vie et préparer l'avenir. Franklin, par ses maximes courtes mais frappantes, a planté dans l'esprit de générations entières cette conviction. Chaque heure est une graine, et selon la manière dont on la cultive, elle donnera un fruit ou restera stérile. À nous de choisir si nous voulons récolter une moisson de succès, de sagesse et de joie, ou bien si nous préférons laisser le temps s'échapper comme du sable entre nos doigts. Chapitre 3. La richesse et la frugalité. La question de la richesse a toujours intrigué les hommes, et à travers les pages du Poor Richard's Almanac, Benjamin Franklin a offert une vision singulière qui allait marquer son époque et continuer à inspirer des générations entières. Pour Franklin, la véritable richesse n'était pas simplement la possession de biens matériels, ni l'accumulation effrénée de fortunes spectaculaires comme on pouvait en voir chez certains commerçants ou aristocrates du XVIIIe siècle. Il croyait profondément que la prospérité reposait avant tout sur une discipline intérieure et sur l'art de vivre en accord avec des principes de frugalité et de bon sens. À ses yeux, être riche signifiait avant tout être maître de ses désirs, savoir se contenter de l'essentiel et utiliser ses ressources avec intelligence et modération. Ainsi, la richesse ne se mesurait pas seulement en pièces d'or, mais aussi en liberté, en tranquillité d'esprit et en capacité à se suffire à soi-même. Dans ses maximes, Franklin rappelait sans cesse que celui qui dépense plus qu'il ne gagne est enchaîné, peu importe le montant de ses revenus. Un petit trou peut faire couler un grand navire, écrivait-il, pour illustrer le danger des petites dépenses qui, accumulées, finissent par ruiner même les plus solides fortunes. Ce proverbe résonne encore avec une force particulière aujourd'hui. Dans un monde où la consommation rapide et l'endettement facile menacent de submerger ceux qui ne savent pas contrôler leurs habitudes. Franklin avait compris avant l'heure que la frugalité n'était pas synonyme de privation austère, mais plutôt une stratégie de libération. Dépenser moins que ce que l'on gagne permet d'accumuler une réserve, de se protéger des imprévus et surtout de se libérer de l'angoisse constante liée aux dettes et au manque. Il encourageait ses lecteurs à réfléchir soigneusement avant chaque dépense. N'acheter que ce qui est réellement utile, différencier le besoin du désir et comprendre que la satisfaction immédiate est souvent une illusion coûteuse. Dans son esprit, la simplicité volontaire était un chemin vers le bonheur véritable. Franklin, fils d'un modeste fabricant de chandelles, savait parfaitement ce que signifiait vivre avec peu et tirer le maximum de chaque ressource disponible. Son propre parcours en témoigne. Grâce à sa discipline et à son sens de l'économie, il avait réussi à bâtir non seulement une entreprise prospère dans l'imprimerie, mais aussi une réputation solide qui lui permit d'évoluer dans les plus hautes sphères intellectuelles et politiques de son temps. Mais Franklin ne s'arrêtait pas à des conseils d'ordre économique. Il liait directement la frugalité à la moralité et à l'équilibre intérieur. Pour lui, celui qui ne contrôle pas ses dépenses est semblable à celui qui ne contrôle pas ses passions. Tous deux sont esclaves d'un maître invisible. La tempérance dans les plaisirs et la modération dans les dépenses faisaient partie d'une même philosophie de vie. L'homme libre est celui qui peut se gouverner lui-même, et cette liberté intérieure se reflète dans son rapport à l'argent. Franklin avertissait que l'orgueil d'une vie luxueuse mène à la pauvreté, car en cherchant à impressionner les autres par des signes extérieurs de richesse, on sacrifie sa véritable sécurité. Il est intéressant de constater combien ces leçons résonnent avec notre époque actuelle. Aujourd'hui, les tentations sont démultipliées. La publicité nous pousse constamment à acheter, et les crédits rapides nous offrent l'illusion que tout est accessible immédiatement. Mais les chaînes invisibles de la dette et de l'excès enferment beaucoup d'individus dans une spirale d'angoisse, les éloignant du véritable bien-être. Relire Franklin, c'est redécouvrir que la prospérité durable repose sur une maîtrise de soi et une gestion réfléchie des ressources. Ce qui faisait sens au XVIIIe siècle reste une vérité intemporelle. Celui qui vit en dessous de ses moyens gagne une indépendance rare, tandis que celui qui vit au-dessus des siens devient captif, même s'il roule en carrosse ou habite une grande demeure. Franklin ne rejetait pas l'idée d'accumuler des richesses, mais il insistait sur la manière de les obtenir et de les conserver.
Travailler dur, être honnête, éviter le gaspillage et surtout donner un sens à son argent étaient au cœur de ses enseignements. L'argent ne devait pas être une fin en soi, mais un outil pour créer de la liberté, pour aider les autres, pour contribuer à la communauté. Franklin lui-même, à mesure qu'il gagnait en prospérité, ne s'est pas contenté de vivre dans le confort. Il a financé des bibliothèques publiques, des écoles et des institutions civiques. Sa richesse fut mise au service d'un idéal de progrès collectif. C'est là que se révèle une autre dimension de sa sagesse. La frugalité individuelle permet d'accumuler des ressources qui, lorsqu'elles sont bien utilisées, peuvent améliorer la vie non seulement de celui qui les possède, mais aussi de toute une société. Cette vision humaniste de la richesse contraste fortement avec une logique purement matérialiste. Franklin comprenait que l'avidité est un piège sans fin. Celui qui désire toujours plus n'est jamais rassasié, peu importe l'ampleur de ses gains. Il écrivait « Celui qui se satisfait de peu possède déjà tout ». Derrière cette formule se cache une philosophie profonde. Le bonheur n'est pas dans l'accumulation infinie, mais dans la capacité à reconnaître et apprécier ce que l'on a déjà. La frugalité devient ainsi une école de gratitude. En limitant ses désirs artificiels, on découvre que l'essentiel est souvent déjà à portée de main. Dans la vie moderne, où la pression sociale pousse à consommer pour être reconnu, le message de Franklin prend une dimension presque révolutionnaire. Il nous invite à remettre en question le rythme effréné de la consommation et à redécouvrir la joie simple d'une vie maîtrisée. Un budget équilibré, une dépense réfléchie, un mode de vie modeste mais solide, voilà les bases d'une richesse authentique et durable. La liberté qu'offre cette discipline n'est pas seulement financière, mais aussi psychologique. Car être libéré des dettes et des excès, c'est aussi se libérer d'un stress constant. C'est retrouver une paix intérieure et la capacité de se consacrer à des activités plus élevées, qu'elles soient intellectuelles, spirituelles ou communautaires. Franklin, à travers ses maximes, voulait transmettre aux générations futures que la prospérité n'est pas un hasard, ni un simple coup de chance. Elle est le fruit d'une philosophie de vie basée sur la vigilance, la mesure et la persévérance. Sa frugalité n'était pas une contrainte, mais un chemin d'émancipation. Sa richesse personnelle ne fut pas tant dans ce qu'il possédait matériellement, mais dans la manière dont il a su utiliser son argent pour se donner la liberté de penser, d'écrire, d'inventer et de servir sa communauté. Ainsi, le Poor Richard's Almanac ne se contente pas d'être un recueil de proverbes sur l'économie domestique, il nous transmet une sagesse universelle qui traverse les siècles. L'art de dépenser moins que ce que l'on gagne, la prudence face aux désirs superflus et la conscience que la véritable richesse réside dans la liberté intérieure sont autant de leçons précieuses pour notre époque saturée de sollicitations. Lire Franklin aujourd'hui, c'est se rappeler que la frugalité est une force, que la simplicité est une richesse et que l'équilibre entre le gain et la dépense ouvre la voie à une vie vraiment prospère. Chapitre 4. La morale et la vertu. Benjamin Franklin, en homme des Lumières, ne séparait jamais la sagesse pratique de la morale profonde. Pour lui, l'art de bien vivre ne se limitait pas à accumuler de l'argent, à gagner du temps ou à gérer ses affaires avec rigueur. Ces choses étaient nécessaires, mais elles perdaient toute valeur si elles n'étaient pas guidées par un socle éthique solide. La vertu, la droiture, la justice et l'humilité formaient ce socle. Dans ses écrits, dans ses proverbes, dans ses récits allégoriques, Franklin revenait sans cesse à cette conviction. Une vie prospère matériellement, mais vide moralement, n'est qu'un mirage qui finit toujours par se dissiper. C'est pourquoi, Poor Richard's Almanac n'était pas simplement un manuel de bon sens populaire ou de gestion de la vie quotidienne, mais aussi une école de morale, où chaque lecteur pouvait apprendre à devenir non seulement plus efficace, mais surtout meilleur, plus juste, plus humain. Franklin avait compris que la réputation d'un individu ne se construisait pas seulement par son intelligence ou ses réussites visibles, mais par son caractère, c'est-à-dire par la somme de ses choix éthiques au fil du temps. L'honnêteté, par exemple, ne se prouve pas dans un seul geste, mais dans une série d'actes cohérents qui finissent par convaincre les autres que l'on est digne de confiance. Dans ce sens, il écrivait que « la réputation est comme un vase fragile. Une fois brisé, il ne se répare jamais entièrement. » À travers ce genre d'images simples, il cherchait à ancrer dans l'esprit du lecteur l'idée que la morale n'était pas une contrainte, mais une force.
Être honnête et juste n'était pas seulement une question de vertu abstraite, c'était aussi le meilleur investissement qu'un individu pouvait faire pour sa propre vie. L'homme droit inspire confiance, attire des alliés, se fait respecter sans violence et bâtit une renommée qui le précède même lorsqu'il n'est pas là. L'humilité, également, tenait une place importante dans la philosophie morale de Franklin. Cet homme qui avait réussi à s'élever de l'état de simple apprenti imprimeur à celui de diplomate et de savant respecté dans toute l'Europe, savait mieux que quiconque à quel point l'orgueil pouvait être un piège. Il racontait souvent que l'orgueil est comme une ombre. Plus on croit être lumineux, plus elle s'allonge derrière nous. Pour Franklin, se croire supérieur aux autres menait inévitablement à l'isolement et au ridicule. L'humilité, au contraire, ouvrait les portes de l'apprentissage et de la collaboration. Celui qui reconnaît qu'il ne sait pas tout, qu'il peut se tromper et qu'il peut apprendre des autres, avance plus vite et plus loin que celui qui croit déjà tout savoir. C'est pourquoi Franklin s'efforçait lui-même de cultiver cette vertu, non pas en parole, mais en acte. Une de ses anecdotes célèbres illustre cette humilité volontaire. Lorsqu'il fit partie d'un cercle de réflexion appelé le Junto, un club où des hommes se réunissaient pour débattre d'idées, Franklin s'était imposé une règle, ne jamais contredire frontalement un autre membre, mais plutôt questionner, suggérer, amener l'autre à réfléchir différemment. Il avait compris que le désir d'avoir raison à tout prix est l'ennemi de la vérité. En adoptant une attitude humble et ouverte, il gagnait non seulement le respect des autres, mais aussi leur écoute, ce qui lui permettait de mieux transmettre ses idées. Ce type de sagesse sociale fondée sur l'humilité est l'une des grandes leçons de Poor Richard's Almanac. Mais Franklin ne s'arrêtait pas à l'humilité. Il insistait aussi sur la justice, cette vertu cardinale qui régule la vie collective. Pour lui, un homme injuste pouvait réussir un temps, mais sa réussite ne durerait pas. L'injustice attire toujours son lot de rancune, de conflits et de désordre. Il affirmait que celui qui bâtit sa maison sur l'injustice construit sur du sable mouvant. À travers des paraboles et des maximes, il encourageait ses contemporains à traiter leurs voisins avec équité, à tenir leurs promesses, à payer leurs dettes, à respecter les contrats, à ne pas abuser de la faiblesse d'autrui. Cette vision s'enracinait dans la croyance qu'une société prospère ne peut exister sans confiance mutuelle, et que la confiance mutuelle repose elle-même sur la justice partagée. La morale de Franklin ne se voulait pas austère ou moralisatrice au sens sévère. Au contraire, elle était souvent teintée d'humour, comme pour adoucir la dureté de certaines leçons. Ainsi, il écrivait que tromper son voisin est comme scier la branche sur laquelle on est assis. Ce genre d'aphorisme, à la fois drôle et profond, montrait que la morale n'était pas un fardeau, mais une évidence logique. En détruisant les autres, on se détruit soi-même. Franklin savait que pour toucher le cœur des hommes, il fallait parfois sourire avec eux plutôt que leur faire la leçon d'un ton sévère. Ce mélange de sérieux et de légèreté faisait la force de ses enseignements. Les lecteurs du XVIIIe siècle trouvaient dans Poor Richard's Almanac une sorte de miroir où ils pouvaient avoir leurs propres travers, mais d'une façon qui ne les humiliait pas. Au lieu d'être condamnés, ils étaient invités à s'améliorer. La morale de Franklin était donc pratique, accessible, humaine. Elle n'imposait pas une perfection impossible, mais encourageait chacun à tendre vers le mieux. La question de la vertu individuelle allait de pair avec celle de la réputation. Franklin avait observé que les hommes se souviennent davantage de la droiture ou de la trahison que d'un simple succès matériel. Celui qui a volé, menti ou trompé peut accumuler des richesses, mais il laisse derrière lui un souvenir empoisonné. À l'inverse, celui qui a agi avec honnêteté, même sans fortune immense, laisse une trace durable dans les mémoires. Cette conviction guidait Franklin lui-même dans sa carrière. Diplomate en France, il utilisait sa réputation d'homme droit et juste comme une arme politique plus puissante que n'importe quelle armée. Les Français, fascinés par son image d'homme simple mais intègre, lui accordaient une confiance immense, ce qui facilita grandement son rôle dans les alliances de la guerre d'indépendance. La morale individuelle, loin d'être une simple affaire privée, pouvait donc influencer l'histoire d'un peuple tout entier. Un autre aspect important de la morale, selon Franklin, était la discipline personnelle. Il pensait que les vertus ne se développent pas naturellement, mais qu'elles demandent un effort conscient, un entraînement de l'esprit comparable à l'entraînement du corps.
Dans son autobiographie, il raconte avoir dressé une liste de 13 vertus qu'il s'efforçait de pratiquer chaque semaine, notant ses progrès et ses manquements. Ce système, rigoureux mais efficace, montre à quel point il considérait la vertu comme une pratique quotidienne, et non comme une théorie vague. Cette méthode révèle également un enseignement universel. Être vertueux n'est pas une question de hasard, mais une discipline de vie. La morale et la vertu, dans la pensée de Franklin, ne sont donc jamais déconnectées des conséquences pratiques. Elles forgent la réputation d'un individu, elles renforcent la cohésion d'une communauté, elles facilitent le succès matériel, elles apportent la paix intérieure. Mais plus encore, elles donnent un sens à l'existence. Car qu'est-ce qu'une vie sans droiture, sans humilité, sans justice? Une succession vide de gestes, sans profondeur, sans héritage. Franklin savait que ce que nous laissons derrière nous ne se mesure pas seulement en argent ou en invention, mais en exemple moral. Aujourd'hui encore, ces leçons résonnent avec force. Dans un monde où la réussite est souvent mesurée par la célébrité, la richesse rapide ou la puissance visible, Franklin nous rappelle que la vraie grandeur est invisible aux yeux pressés. Elle se construit patiemment dans l'ombre des choix quotidiens, dans l'honnêteté avec laquelle nous traitons les autres, dans l'humilité avec laquelle nous reconnaissons nos limites, dans la justice avec laquelle nous exerçons nos responsabilités. Cette vision, vieille de plusieurs siècles, n'a rien perdu de sa pertinence car la nature humaine n'a pas changé. Ainsi, Poor Richard's Almanac n'est pas seulement un recueil de proverbes charmants, mais une école de morale universelle. Franklin, en maître discret, y enseigne que la vertu est la seule richesse qui ne s'épuise jamais, que la droiture est la seule route qui mène à un succès durable, que l'humilité est la seule sagesse qui ouvre toutes les portes, et que la justice est le seul ciment qui unit les hommes dans une société stable. Relire ces maximes aujourd'hui, c'est se laisser rappeler que la prospérité véritable ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on est. Chapitre 5. Les relations humaines et la communication. Dans la multitude des maximes que j'ai offertes au fil des années à travers le Poor Richard's Almanac, l'une des leçons les plus précieuses touche à l'art délicat des relations humaines et de la communication. Car si la prudence, la frugalité et la gestion du temps forgent l'individu, ce sont ses interactions avec autrui qui déterminent la qualité de sa vie sociale, la solidité de sa réputation et la durabilité de son influence. Un homme peut être riche de sagesse et discipliné dans ses habitudes, mais s'il ne sait pas parler aux autres, s'il ne sait pas écouter, convaincre, se montrer aimable ou diplomate, il se condamne à vivre isolé, incompris, parfois même rejeté par la société qu'il souhaite pourtant servir. C'est pour cette raison que j'ai accordé tant d'importance à l'art de converser, d'argumenter sans offenser et de respecter chacun, même lorsqu'il se trompe. Les proverbes et conseils que j'ai semés dans mon almanach ne se limitaient pas aux finances ou à la morale individuelle. Ils visaient aussi à améliorer la manière dont nous construisons des ponts avec nos semblables. L'une des premières vérités que j'ai apprises dans ma jeunesse fut que la parole est à la fois une arme et un remède. Mal employée, elle blesse, détruit, divise, envenime les relations les plus précieuses. Mais maniée avec douceur et intelligence, elle guérit, apaise, réconcilie et ouvre des portes que la force brute n'aurait jamais pu forcer. La langue humaine est sans doute l'outil le plus puissant de notre espèce, car elle nous permet de persuader, d'enseigner, d'encourager, de séduire et de bâtir des alliances. Pourtant, combien d'hommes perdent toute leur crédibilité simplement parce qu'ils n'ont pas su tenir leur langue au bon moment? D'où ce proverbe que j'aimais répéter, « Un mot malheureux peut ruiner une affaire de plusieurs années ». J'entendais par là que la maîtrise de soi dans la conversation est une vertu indispensable à celui qui aspire à la réussite. Mais maîtriser sa langue ne signifie pas se taire à tout prix. Cela veut dire savoir parler à propos, choisir ses mots avec soin, et surtout accorder plus d'importance à l'écoute qu'à l'expression. J'ai toujours recommandé de prêter une oreille attentive avant de prononcer une opinion. Non seulement parce que l'on apprend davantage en écoutant qu'en parlant, mais aussi parce que l'écoute bienveillante est la première marque de respect envers l'autre. L'homme qui interrompt sans cesse ou qui parle plus qu'il n'écoute finit par se rendre insupportable, même lorsqu'il a raison. L'art de la communication commence donc par l'humilité. Reconnaître que chacun a quelque chose à enseigner, que nos certitudes ne sont jamais absolues et qu'un esprit sage sait toujours apprendre de la parole des autres. Il est vrai que je ne fus pas exempt de querelles dans ma vie,
mais j'ai toujours tâché de transformer les disputes en occasion d'apaisement. J'écrivais « Celui qui dispute rarement se fait écouter souvent ». Cette maxime résume une vérité profonde. Entrer dans des querelles inutiles ne fait que fatiguer l'esprit et abîmer les relations. L'homme querelleur finit par se retrouver seul, car nul ne veut passer son temps à défendre sa dignité contre des attaques constantes. Mieux vaut choisir ses combats, et même alors, les mener avec calme et politesse. Le vrai courage n'est pas d'écraser son adversaire par des paroles violentes, mais de convaincre sans le blesser, de lui tendre la main plutôt que le poing. Je dois avouer que j'ai moi-même mis ces principes en pratique dans ma carrière diplomatique. Lorsque je représentais les colonies américaines en Europe, face aux rois, aux ministres et aux philosophes des Lumières, je savais que ma manière de m'exprimer pouvait décider du destin de mon peuple. Il fallait convaincre des hommes puissants de soutenir une cause fragile, défendre nos droits avec fermeté, mais sans arrogance, rappeler la justice de notre combat sans humilier nos interlocuteurs. C'est ainsi que je compris combien la modestie et la diplomatie ouvrent des portes, en me présentant non comme un maître qui détient la vérité, mais comme un homme simple porteur d'une cause juste. Je gagnais plus de respect et d'écoute que si j'avais adopté le ton de la domination. Ce style, d'aucuns l'ont qualifié d'astucieux, mais il ne reposait sur rien d'autre que la conviction que l'homme gagne davantage en parlant doucement qu'en criant fort. Dans mes écrits, j'encourageais également à éviter les flatteries excessives, car elles corrompent la sincérité et rendent la communication suspecte. Je disais, celui qui flatte pour obtenir finit par être méprisé. La vraie politesse consiste non pas à répandre des compliments artificiels, mais à manifester une considération authentique. Il vaut mieux louer sobrement une qualité réelle chez l'autre que de multiplier les louanges factices. Car l'homme, même flatté, sent toujours au fond de lui la différence entre la vérité et le mensonge. La confiance se bâtit sur la franchise, non sur la flatterie. Un autre point fondamental dans mes conseils était la nécessité de garder sa colère sous contrôle. Car la colère est le plus grand ennemi de la bonne communication. La colère n'a jamais raison, même quand elle dit vrai. Ce proverbe, je le répétais souvent. Un homme en colère perd sa clarté d'esprit et ses paroles deviennent des flèches qu'il regrettera ensuite. Mais le mal est fait, et la blessure, même si elle cicatrise, laisse une trace. Apprendre à se taire quand la colère monte, à différer une réponse jusqu'à ce que le cœur soit apaisé est l'un des plus grands signes de sagesse. J'ai moi-même dû apprendre cette discipline, car la tentation de répondre vivement à une offense est forte. Mais chaque fois que j'ai su attendre, la situation a tourné à mon avantage. L'art de convaincre repose aussi sur la logique et la clarté. Trop d'hommes, emportés par le désir de briller, obscurcissent leur discours avec des phrases compliquées, croyant impressionnés par la difficulté. Or, ce qui frappe les esprits et reste gravé, c'est la simplicité. Un proverbe, une image, une comparaison claire valent mieux qu'un long discours savant. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de transmettre ma sagesse dans des sentences courtes, faciles à retenir, qui pouvaient circuler de bouche en bouche et guider la vie quotidienne. Dis peu, mais dis-le bien, tel fut un principe que je m'appliquais toujours. Il est aussi essentiel de souligner que la communication ne se limite pas aux mots. Le regard, le ton, la posture, tout dans l'attitude transmet un message. Un sourire sincère apaise bien plus que 1000 excuses forcées. Une poignée de main ferme établit une confiance immédiate. À l'inverse, un visage fermé, un ton méprisant, un geste brusque peuvent annuler tout le contenu des paroles les plus belles. Ainsi, la véritable communication exige l'unité entre ce que l'on dit et ce que l'on montre. C'est en cela que la sincérité joue un rôle central. L'homme sincère est cohérent dans son langage verbal et non verbal, et c'est ce qui inspire confiance. Aujourd'hui encore, dans notre époque moderne où les relations humaines se multiplient à travers des échanges rapides et où l'information circule à une vitesse prodigieuse, les leçons de Franklin sur la communication demeurent actuelles. Car la véritable communication ne dépend pas des moyens techniques, mais de la qualité intérieure de celui qui parle. Un homme qui n'a pas appris à écouter, à respecter, à choisir ses mots avec sagesse, à calmer ses colères, à se montrer humble et clair, restera maladroit dans ses relations, même s'il dispose des outils les plus avancés. En revanche, celui qui applique les règles simples de la modestie,
de la politesse, de la patience et de la clarté, saura toujours trouver un chemin vers le cœur et l'esprit de ses semblables. En définitive, la communication est le ciment de la société humaine. Sans elle, aucune amitié ne survit, aucun commerce ne prospère, aucune nation ne se gouverne. Les conseils de Poor Richard's Almanach sur les relations humaines et l'art de converser ne sont pas de simples formules anciennes. Ils constituent un guide intemporel pour quiconque souhaite vivre en harmonie avec les autres. Car si l'homme est par nature un être social, il lui faut apprendre à entretenir ce lien avec délicatesse et intelligence. La réputation, le succès et même le bonheur dépendent en grande partie de notre manière de parler et d'écouter. Voilà pourquoi j'ai toujours considéré la communication comme l'une des vertus essentielles, au même titre que la prudence, la tempérance ou la justice. Chapitre 6. Les leçons intemporelles. Il est des paroles qui ne meurent pas, des maximes qui traversent les siècles comme des torches dans la nuit, éclairant de génération en génération la route de ceux qui cherchent à mieux vivre. Les proverbes contenus dans le Poor Richard's Almanach appartiennent à cette catégorie rare d'enseignements simples mais universels, qui paraissent avoir été écrits hier, tant leur pertinence demeure vivante. Benjamin Franklin, à travers son personnage fictif de Poor Richard, n'a pas seulement amusé ses contemporains avec de petites phrases spirituelles, il a construit un véritable trésor de sagesse pratique et morale, une sorte de catéchisme profane destiné à aider les hommes et les femmes à affronter l'existence avec courage, discipline, bon sens et vertu. Lorsque l'on relit ces aphorismes aujourd'hui, on est frappé par leur intemporalité. Ils semblent destinés à tout homme, de tout âge, dans toute culture, car ils touchent à ce qu'il y a de plus universel. La gestion du temps, la valeur du travail, la nécessité de la prudence, l'importance de la tempérance, la force de la morale, l'art de la relation humaine et la quête de la sagesse intérieure. Revenons donc sur quelques-uns des plus célèbres, afin d'en dégager la signification profonde. Prenons cette phrase, sans doute l'une des plus connues de Franklin. Le temps, c'est de l'argent. En apparence, elle semble n'être qu'une invitation à la productivité économique. Pourtant, elle va bien au-delà. Ce que Franklin veut rappeler ici, c'est que chaque heure perdue est une opportunité de croissance, de création, d'apprentissage qui ne reviendra jamais. Le temps est la seule ressource qui s'échappe sans retour. L'homme avisé doit donc l'utiliser avec soin, non pas seulement pour amasser des biens matériels, mais pour se développer, pour accomplir sa mission, pour servir la société. Aujourd'hui, dans une ère où les distractions se multiplient, où des millions de personnes se perdent dans l'océan numérique des réseaux sociaux, ce rappel est plus vital que jamais. Protéger son temps, c'est protéger sa vie. Un autre proverbe, tout aussi célèbre, dit « Un sou épargné est un sou gagné ». Cette maxime, d'une clarté désarmante, renferme une vérité économique et psychologique profonde. Épargner, ce n'est pas simplement accumuler, c'est apprendre la maîtrise de soi, résister à l'impulsion immédiate, savoir différer le plaisir pour un bénéfice futur. La frugalité enseignée par Franklin n'était pas une misère volontaire, mais une liberté choisie. Dépenser moins que ce que l'on gagne, c'est s'affranchir de la servitude des dettes, c'est créer un espace d'indépendance qui permet de faire face aux aléas de la vie. Dans nos sociétés modernes, où la consommation est érigée en culte, où la publicité attise en permanence les désirs, cette maxime garde une actualité brûlante. Celui qui sait épargner ne possède pas seulement de l'argent, il possède surtout une paix intérieure et une sécurité que rien ne peut acheter. La prudence, la discipline et la tempérance forment un autre trio de valeurs constamment rappelées par les maximes du Poor Richard's Almanach. La paresse rend difficile aujourd'hui ce qui sera impossible demain, écrivait Franklin. C'est là une vérité éternelle. Remettre à plus tard ce que l'on peut faire immédiatement, c'est laisser croître des montagnes d'obstacles. Le travail constant, même modeste, accumule des fruits immenses avec le temps. Franklin avait observé que les grandes réussites ne viennent pas de coups de chance spectaculaires, mais d'une rigueur quotidienne, presque banale, mais inébranlable. Dans ce sens, il rejoignait les sages de l'Antiquité, qui prônaient déjà la discipline de soi comme clé de la grandeur. L'homme discipliné devient maître de son destin, car il n'est pas ballotté par les vents de l'improvisation ou les tempêtes du désir.
De même, Franklin n'a cessé d'exalter la valeur de l'humilité. Il écrivait « Celui qui est orgueilleux de sa vertu ressemble à celui qui allume une chandelle pour montrer le soleil. » Quelle image frappante! L'humilité n'est pas une faiblesse, mais une lucidité. Elle rappelle que la valeur d'un homme n'a pas besoin de cris ni d'ostentation, car la vérité finit toujours par se manifester d'elle-même. Cette maxime pourrait être inscrite dans les manuels modernes de leadership. Un véritable chef n'a pas besoin de crier pour se faire respecter. Il inspire par son exemple, par son intégrité, par la confiance tranquille qu'il dégage. L'humilité est en réalité une force silencieuse qui attire, là où l'orgueil repousse. Une autre leçon majeure réside dans l'importance de la réputation. Franklin notait « Il faut beaucoup de bonnes actions pour gagner une bonne réputation, et seulement une mauvaise pour la perdre. » Ces mots sonnent comme un avertissement permanent. La réputation est une monnaie bien plus fragile que l'or. Elle se construit lentement, patiemment, par des actes cohérents et vertueux, mais elle peut s'effondrer en un instant à cause d'une faute, d'un mensonge, d'une trahison. Dans nos sociétés où tout se sait rapidement, où chaque erreur peut être amplifiée à l'échelle planétaire en quelques secondes, cette maxime n'a jamais été aussi juste. Chacun doit donc garder à l'esprit la valeur de l'intégrité personnelle. Une réputation solide ouvre des portes, crée des opportunités, inspire la confiance. Mais elle ne se bâtit pas sur les discours. Elle se fonde sur des actes répétés qui incarnent la droiture. Franklin avait aussi beaucoup à dire sur les relations humaines. Il écrivait « Un ami fidèle vaut 10 000 par an ». Cette exagération volontaire cache une profonde vérité. Les liens choisis, basés sur la loyauté et la confiance, peuvent parfois être plus solides que les liens de sang. L'amitié véritable, dans sa rareté et sa force, est un trésor inestimable. Mais elle se nourrit de respect mutuel, d'écoute, de patience. Dans ses maximes, Franklin insistait sur l'importance de la modération dans les querelles. Celui qui aime les disputes aura bientôt assez d'ennemis. Cette leçon, apparemment évidente, est souvent oubliée. Trop d'hommes se perdent dans la fierté blessée, dans l'obsession de toujours avoir raison, au lieu de cultiver l'art de la paix. La communication, lorsqu'elle est guidée par l'écoute et la modestie, bâtit des ponts. Lorsqu'elle est guidée par l'orgueil, elle dresse des murs. Ces proverbes, qui semblent si simples, rejoignent en réalité la grande tradition du développement personnel moderne. Ce que Franklin énonçait avec humour et concision, les auteurs contemporains l'ont développé en système complet. Prenons l'idée de gérer son temps avec rigueur. Aujourd'hui, elle est au cœur de toutes les méthodes de productivité et d'efficacité. L'idée d'épargner et de rester frugal est reprise par les courants de l'indépendance financière et du minimalisme. L'exhortation à la discipline et à la constance se retrouve dans tous les discours sur la réussite, qu'il s'agisse d'athlètes, d'entrepreneurs ou d'artistes. L'appel à l'humilité et à la vertu est le socle des théories modernes sur le leadership éthique. Autrement dit, les maximes de Franklin n'ont rien perdu de leur valeur. Elles sont la racine d'une sagesse qui irrigue encore nos pratiques les plus actuelles. Mais pourquoi ces leçons sont-elles intemporelles? Parce qu'elles ne s'adressent pas à des circonstances passagères, mais à la condition humaine elle-même. Le temps, la discipline, l'argent, la vertu, l'amitié, l'humilité, voilà des réalités qui ne dépendent pas d'une époque, mais qui accompagnent l'homme depuis ses origines. Chaque génération, quelle que soit sa technologie, se heurte au même défi. Savoir utiliser son temps, trouver l'équilibre entre désir et besoin, travailler avec constance, résister aux tentations de l'orgueil, construire des relations solides, vivre avec droiture. Les maximes de Franklin, en réduisant ses vérités à des formules brèves et frappantes, touchent directement l'esprit et le cœur. Elles ne donnent pas seulement des conseils, elles frappent l'imagination. Elles se gravent dans la mémoire. Elles deviennent des guides que l'on peut répéter à soi-même dans les moments de doute ou de faiblesse. Il faut aussi reconnaître que leur force vient de leur ton. Franklin savait manier l'humour, la métaphore, l'exagération pour marquer l'esprit. Un proverbe qui fait sourire est plus facile à retenir qu'un long discours sérieux. En cela, il avait compris que la sagesse ne doit pas être pesante, mais légère, accessible, plaisante. C'est pourquoi ces maximes continuent d'être citées dans le monde entier, de figurer dans les manuels scolaires, les discours politiques, les ouvrages de développement personnel.
Elles ont franchi le temps non seulement parce qu'elles disent la vérité, mais aussi parce qu'elles la disent avec style. En relisant aujourd'hui le Poor Richard's Almanac, on a le sentiment étrange de rencontrer une voix familière. Comme si Franklin, à travers ses proverbes, continuait de nous parler directement, de nous conseiller avec bienveillance. Ces maximes ne sont pas celles d'un moraliste sévère, mais celles d'un sage ami qui nous encourage, qui nous secoue parfois, mais toujours pour notre bien. Elles nous rappellent que la réussite véritable ne se mesure pas seulement en argent ou en honneur, mais dans la paix intérieure, dans l'équilibre d'une vie disciplinée, dans la droiture d'une conduite morale, dans la richesse des relations humaines, dans la sagesse de savoir utiliser son temps. En définitive, les leçons intemporelles de Franklin tiennent en une promesse. Si l'on suit ces principes, simples mais exigeants, on se donne les moyens de vivre une vie bonne, digne, équilibrée. Elles n'éliminent pas les difficultés, elles ne garantissent pas la fortune, mais elles donnent une direction, une boussole dans le chaos de l'existence. Et c'est précisément parce que cette boussole est toujours nécessaire que le Poor Richard's Almanac continue de parler aux hommes du XXIe siècle. Chapitre 7. La connaissance et l'éducation. Benjamin Franklin croyait fermement que la véritable richesse d'un individu ne résidait pas seulement dans la possession de biens matériels, mais dans la lumière intérieure que procure la connaissance. Pour lui, l'éducation n'était pas un luxe réservé à une élite, mais un droit naturel et un devoir moral pour tout être humain. Ce qui frappait dans sa vision, c'était cette conviction que le savoir ne devait pas rester enfermé dans des livres poussiéreux ou réservés aux bibliothèques des puissants, mais qu'il devait circuler, se transmettre, irriguer la vie quotidienne et éclairer les choix les plus simples comme les plus complexes. Franklin était lui-même un autodidacte passionné. Né dans une famille modeste, il n'eut accès qu'à une éducation scolaire limitée. Pourtant, sa soif de lecture était insatiable. Il dévorait chaque livre qui tombait entre ses mains, il s'exerçait à l'écriture, il observait le monde avec une curiosité ardente. C'est par la discipline et la constance qu'il forgea son esprit, jusqu'à devenir l'un des penseurs les plus brillants de son époque. Cet exemple incarne un enseignement intemporel. Nul ne doit croire que ses origines ou ses conditions de départ l'empêchent de devenir sage, cultivé, éclairé. L'éducation est une conquête, une marche patiente vers la clarté, et Franklin nous enseigne que cette marche peut être entreprise par quiconque accepte l'effort et la persévérance. Il insistait souvent sur la différence entre simple accumulation de connaissances et véritable sagesse. Posséder une multitude d'informations n'a de valeur que si elles sont mises en pratique. Dans ses maximes, il revenait sans cesse à cette idée. Apprendre, oui, mais surtout, appliquer. Lire un proverbe sur la patience n'a de sens que si l'on exerce réellement sa patience dans les moments de tension. Étudier un principe d'économie n'apporte rien si l'on continue à gaspiller son argent sans réflexion. Ainsi, pour Franklin, l'éducation était vivante, incarnée, concrète. Elle devait se refléter dans le comportement, dans les décisions, dans les habitudes quotidiennes. C'est pourquoi il faisait constamment appel aux anecdotes, aux récits courts, aux proverbes, parce que ces formes simples rendaient la sagesse accessible et applicable par tous. L'éducation, selon lui, ne se limitait pas à l'école ni aux années de jeunesse. Elle devait se poursuivre tout au long de la vie. L'homme véritablement sage est celui qui garde toujours l'esprit d'élève, celui qui sait qu'il ne sait jamais tout. Franklin se considérait lui-même comme un éternel apprenant, un expérimentateur sans cesse en quête de nouvelles vérités. Cette humilité intellectuelle, il l'encourageait chez les autres, ne pas croire que l'âge ou la position sociale nous dispensent d'apprendre. Un paysan, un artisan, un commerçant pouvait trouver dans ces pages une maxime capable de changer sa manière de travailler, d'économiser ou de traiter ses voisins. En ce sens, Franklin démocratisait la connaissance et faisait de l'éducation un bien commun. Mais au-delà de la connaissance individuelle, il voyait dans l'éducation un ciment pour la société. Une nation éclairée, disait-il, est une nation forte. Si chaque citoyen comprend les lois, cultive la vertu, s'exerce à la discipline, alors la communauté entière s'élève. C'est pourquoi Franklin fut l'un des premiers à promouvoir la création de bibliothèques publiques accessibles à tous. Il savait que l'accès aux livres pouvait transformer une ville, car il ouvrait l'esprit des habitants, multipliait les échanges d'idées, éveillait l'esprit critique. Là encore, son action n'était pas théorique.
Il mit concrètement en place ces institutions, convaincu qu'une société instruite est plus libre, plus juste et plus prospère. Cette vision a des résonances profondes aujourd'hui. Dans un monde saturé d'informations, la question n'est plus d'accéder à la connaissance, mais de savoir l'utiliser avec discernement. Les conseils de Franklin rappellent que l'éducation véritable n'est pas une accumulation aveugle, mais une capacité à trier, à hiérarchiser, à appliquer. Dans un temps où chacun est sollicité par 1000 distractions, revenir à une discipline personnelle, comme Franklin l'incarnait, est une leçon précieuse. Lire chaque jour, réfléchir, écrire, se remettre en question, voilà des pratiques intemporelles que nous pouvons adopter. Il ne séparait jamais la connaissance de la vertu. Pour lui, apprendre devait mener à devenir meilleur, non seulement plus habile ou plus efficace, mais aussi plus juste, plus humble, plus utile à autrui. C'est pourquoi tant de ces proverbes lient l'éducation à la moralité. Un homme cultivé mais arrogant ou malhonnête n'a rien d'un sage. La véritable éducation, disait-il, est celle qui transforme le cœur autant que l'esprit. En ce sens, Franklin devançait déjà les débats modernes sur l'importance de l'intelligence émotionnelle, de l'éthique et de la responsabilité sociale dans la formation de l'individu. Dans sa propre vie, Franklin illustrait cette synthèse entre savoir et pratique. Inventeur ingénieux, il ne cherchait pas seulement à comprendre les phénomènes, mais à les mettre au service de la société. Ses expériences sur l'électricité, par exemple, ne restèrent pas des curiosités scientifiques. Elles débouchèrent sur des applications concrètes, utiles à la communauté. Cet esprit d'éducation appliquée est au cœur de son héritage. La connaissance qui ne sert pas à améliorer le monde, disait-il implicitement, est incomplète. Pour nous qui lisons encore ces maximes, la leçon est claire. L'éducation n'est pas une accumulation vaine. Elle doit devenir une lumière qui éclaire nos choix, nos relations, notre rapport au travail, notre gestion du temps et de l'argent. Franklin nous invite à voir dans chaque proverbe une graine de transformation, à ne pas nous contenter de la comprendre, mais à la planter dans le sol de nos habitudes quotidiennes. En conclusion, les enseignements de Franklin sur la connaissance et l'éducation rejoignent les grands axes déjà évoqués. Le travail discipliné, la gestion du temps, la frugalité, la morale, les relations humaines. Tous ces thèmes se tissent ensemble dans une seule conviction. Un esprit éclairé, guidé par la vertu et nourri par la discipline, peut transformer non seulement une vie individuelle, mais aussi le destin d'une société entière. C'est pourquoi Franklin demeure si actuel. Ses conseils simples mais puissants continuent de traverser les siècles et de parler à nos cœurs modernes. Il nous rappelle que nous portons en nous la responsabilité de cultiver notre intelligence, d'aiguiser notre esprit critique, de nourrir notre âme, afin de marcher dans le monde comme des êtres véritablement libres et utiles. Et à vous qui écoutez ces paroles aujourd'hui, laissez ce message pénétrer. Ces maximes anciennes ne sont pas des vestiges, elles sont des clés vivantes. Elles peuvent transformer vos journées, vos décisions, vos relations. Puisez-y chaque jour une étincelle pour avancer. Car la véritable richesse de l'homme n'est pas seulement son argent ni même son temps, mais la lumière intérieure qu'il entretient par la connaissance et l'éducation.